De bon matin, le dimanche, Christophe est venu aider ses parents à la ferme. La veille au soir, il leur avait apporté une camionnette pleine de magnifiques bûches de bouleau, et aujourd'hui il est venu les fendre. Le tas de bois augmentait rapidement, et finalement, l'homme décida qu'il était temps d'arrêter pour aujourd'hui. Après tout, il avait promis à sa fille Céline de l'emmener avec sa mère au parc rempli d'écureuils. Il ne pouvait donc pas rester chez ses parents plus longtemps. Ainsi, Christophe n'avait pas vu le jour blanc en travaillant pour économiser de l'argent pour un nouvel appartement pour sa famille. Il devait également remercier son père et sa mère d'avoir acheté cette petite maison isolée grâce à leurs économies, laissant leur vieil appartement à la famille de leur fils qui vivait jusqu'alors dans un appartement loué avec sa femme et sa fille. Il n'y avait que 2 petites pièces dans l'appartement, et Christophe voulait une plus grande famille. C'est pourquoi il se préoccupait de l'agrandissement de l'espace de vie. En posant la dernière bûche, l'homme se précipita à l'intérieur de la maison, où il engloutit rapidement les petits pâtés préparés avec soin par sa mère, les accompagnant d'un délicieux thé, puis il se prépara à partir. Alors qu'il sortait par les portes, le fils regarda tendrement ses parents. Ils se tenaient enlacés, leurs visages semblaient heureux, mais une profonde mélancolie pouvait être lue dans leurs yeux. Christophe lui-même fronça les sourcils en se souvenant des soucis des jours passés, qui continuaient de peser sur le cœur des personnes âgées. Même le temps n'avait pu les soulager. Quelques secondes plus tard, la petite maison dont la cheminée émettait une fumée dense, embaumant les environs de l'odeur du bois fraîchement coupé, disparut de vue. Le conducteur, se souvenant de sa femme et de sa fille, retrouva instantanément le sourire et se concentra attentivement sur la route, accélérant légèrement sa puissante voiture tout-terrain. Cependant, il allait probablement devoir la vendre et passer à une voiture plus simple s'il voulait offrir un bon logement à sa famille. Il est vrai que sa voiture n'était pas si neuve, il avait gagné l'argent pour l'acheter en travaillant dans le Nord. Mais elle était une source de fierté pour lui, d'autant plus qu'il l'avait achetée de ses propres deniers. C'était triste de devoir s'en séparer, mais il avait maintenant d'autres préoccupations. Ainsi, perdu dans ses rêveries d'un futur heureux, l'homme se dirigeait vers la grande ville. Cependant, peu de temps après, il dut freiner brusquement, évitant de justesse un accident avec une voiture étrangère qui avait soudainement bloqué la route. Mais même alors, l'homme ne savait pas s'il devait être en colère contre cet obstacle inattendu sur la route. Car au milieu de la route se trouvait une petite fille d'accent grave peine 4 ans, son visage enveloppé dans un foulard en duvet mal noué. Bien sûr, il ne pouvait pas être fâché contre cette innocente petite créature. Mais il serait peut-être temps de donner une bonne leçon à la mère irresponsable de la fillette, qui, sans aucun doute, avait déjà pris son verre du matin, car que d'autres pourraient, elle, faire dans ces endroits, et était sûrement quelque part à proximité. Sorti de sa voiture, Christophe se dirigea vers la petite fille. « D'où viens-tu, toute seule ici ? » « De la forêt, sans doute ?» Se prenant pour un personnage de conte de fées et essayant de ne pas effrayer la fillette, il lui demanda. Mais celle-ci, se retournant soudainement vers lui, répondit de sa petite voix enfantine, « Monsieur, sauvez ma maman. Elle est là-bas, couchée dans la neige », elle pointa du doigt quelque part. Le visage de Christophe changea. Il prit la fillette dans ses bras et suivit ses petites empreintes dans la forêt dense. Il se sentit vraiment désolé pour la pauvre petite. Elle n'avait même pas commencé à vivre, mais elle avait déjà connu tant de chagrin. Sa mère, sûrement ivre, gisait dans un banc de neige. Peut-être était-elle déjà gelée. Et son père, s'il existait, ne devait pas être en reste. Ces dames aiment souvent faire des enfants sans connaître les pères. Et ensuite, les enfants se retrouvent souvent dans un foyer. En méditant sur l'injustice du monde, Christophe parvint avec la petite fille dans les bras jusqu'à sa mère qui gémissait doucement et respirait à peine. Il s'approcha d'elle en courant, car même les âmes perdues ne doivent pas être laissées dans la misère. Cependant, à peine avait-il penché la mère qu'il faillit perdre la raison lui-même et s'effondrer à côté d'elle. En une fraction de seconde, il souleva la femme dans ses bras et fit demi-tour dans la neige en direction de sa voiture. La petite fille le suivait. Maintenant, sa mère serait sauvée, ce bon homme, comme le Père Noël à la télévision,
lui ferait un si beau cadeau. Anne n'avait jamais vu le Père Noël dans sa vie, mais elle était convaincue qu'il existait. Quand elle demanda son aide, il a sauvé sa maman, et il a exaucé sa demande. 5 ans avant ces événements, c'était triste dans la petite appartement en périphérie de la grande ville. Silencieusement et les larmes aux yeux, Madame Chevret et Monsieur Chevret regardaient leur fille Sophie emballer ses affaires. Aujourd'hui, elle quittait définitivement la maison paternelle. Pour la jeune femme, la décision était difficile à prendre, mais elle ne voyait pas d'autre solution à cette situation difficile. Tout cela venait du fait qu'il y a quelques mois, elle était tombée amoureuse comme jamais auparavant. Mais ses parents n'avaient pas accepté son élu, ce n'était pas étonnant, ils n'avaient pas aimé le criminel grossier qui avait passé une bonne partie de sa vie derrière les barreaux. Pourtant, Sophie ne voyait rien de mal en lui, car son Bernard avait déjà purgé sa peine depuis longtemps. D'ailleurs, il n'avait commis aucun péché, ses amis l'avaient bien piégé, tandis que Bernard payait pour eux tous. « Es-tu vraiment sûre de ta décision, ma chérie ?» demanda Madame Chevret à la limite des larmes. « Tu sais que notre maison t'est toujours ouverte, mais pas pour cet escroc. » Maman, je te l'ai dit 100 fois, Bernard n'est pas du tout un escroc. Il n'était même pas là du tout. C'est l'enquêteur qui a fabriqué cette affaire pour avancer dans sa carrière. Ce minable est devenu ton héros maintenant? Il t'a ensorcelé. Comment peux-tu ne pas voir les choses évidentes? Intervint dans la conversation Monsieur Chevret, grondant sa fille d'un air menaçant, espérant ainsi la dissuader d'un acte inconsidéré. Mais Sophie, habituellement calme et posée, s'enflamma alors. « N'ose pas parler ainsi de mon futur mari. Il m'a proposé de vivre avec lui dans la maison de sa grand-mère, pas comme vous le pensez, que nous allons vivre à la gare. Oui, et Bernard cherche activement du travail. Pour l'instant, ça ne marche pas pour lui à cause de son passé, personne ne veut avoir affaire à lui. Et si vous ne me laissez pas vivre comme je le veux, je devrais partir définitivement. Je vous aime beaucoup, mais laissez-moi faire ce que je veux, c'est ma vie. Eh bien, sois, pars. Et que tes pieds ne reviennent plus ici. » lança le père, en colère, en pointant la porte du doigt. Jean, calme-toi. Essaya de retenir son mari Madame Chevret, mais il était déjà trop tard. La fille, saisissant son sac avec ses affaires, s'enfuit pour ne jamais revenir chez elle. En bas de l'immeuble, son homme préféré l'attendait, contrairement à ses parents, il l'applaudit pour sa décision prise. Et, en la prenant par le bras, oubliant que son élu traînait une lourde valise, il l'entraîna en direction de la gare routière, d'où partait bientôt le bus qui les emmènerait tous les deux. Pendant ce temps, Madame Chevret pleurait sur l'épaule de son mari dans la petite cuisine étroite, et comment ce criminel a-t-il pu apparaître dans la vie de notre fille? J'espérais tellement que tout irait bien avec Alain. C'est un bon garçon, programmeur, il l'aime jusqu'à s'en oublier. J'ai même essayé de ruser en l'invitant chez nous, comme s'il devait régler un problème informatique. Je pensais qu'ils étaient proches de Sophie depuis l'enfance. Il m'a avoué qu'il aimait notre Sophie. Oui, seulement, elle est froide avec lui, elle ne le voit que comme un ami. Il l'a même emmené au café. Mais voilà, comme un amanite vénéneux, ce prisonnier est apparu sur son chemin. Ne t'inquiète pas, Emma, elle reviendra bientôt. Elle réalisera qu'elle s'est trompée dans son choix et reviendra, tu verras, réconforta sa femme Monsieur Chevret. Oh, Jean, mon cœur le sent, nous resterons seuls tous les deux à l'âge avancé. Notre fils gagne de l'argent, et notre fille s'est enfuie de la maison. Pendant que les parents pleuraient, Sophie, parfaitement heureuse, assise sur le siège usé jusqu'à la corde du vieux bus, partait pour sa nouvelle vie. Alors que son compagnon s'était endormi un peu, épuisé par le long voyage, elle le regardait tendrement. Elle se souvenait de leur rencontre. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital. Et un jour, un patient très timide et poli s'était présenté à eux avec une blessure à l'arme blanche à la main. Bernard avait été blessé après être allé parler à un ancien ami, à cause duquel il s'était retrouvé derrière les barreaux. Celui-ci, au lieu de demander pardon, sortit un couteau.
L'homme lui raconta honnêtement toute sa vie, y compris le fait qu'il a été élevé par sa grand-mère, qui vit maintenant dans un endroit isolé, mais qu'il ne l'a pas laissé sans surveillance. Elle est presque alitée maintenant. Ces paroles touchèrent profondément l'infirmière, peu de garçons seraient capables d'un tel geste. Et là, son petit-fils n'a pas abandonné sa grand-mère au bon vouloir du destin. L'infirmière a cru à Bernard, mais elle avait quand même une certaine méfiance à son égard. L'homme lui a avoué qu'elle lui plaisait. Tout le temps qu'il a passé à l'hôpital, il prenait soin d'elle avec élégance, il lui lisait des poèmes, écrivait des notes d'amour qu'il laissait avec un bouquet de fleurs sauvages dans sa salle de soins, s'y faufilant discrètement quand il n'y avait personne. Cependant, quelque chose chez l'homme inquiétait Sophie, et donc elle a pris son temps. Cependant, un incident a finalement fait qu'elle a cru pour toujours en la sincérité des sentiments de Bernard. Une semaine après sa sortie de l'hôpital, alors qu'elle rentrait tard dans la nuit du service, elle entendit derrière elle une voix rauque et enrhumée. « Et, où va cette beauté toute seule la nuit ?» lui souffla un certain voyou avec des intentions clairement peu louables. La jeune fille a essayé de s'échapper, mais le voyou la saisit fermement et la traîna soudain vers une bande de forêt proche. Avant qu'elle n'ait eu le temps de crier à l'aide, un homme apparut soudain devant eux, un bouquet de clous de girofle à la main. Il asséna à l'agresseur un coup si puissant que celui-ci vola en roulant par-dessus le banc qui se trouvait devant lui. Puis, se relevant de la flaque boueuse dans laquelle il était tombé, il s'enfuit à toute vitesse. C'est à ce moment que Sophie comprit, les sentiments de Bernard envers elle étaient sincères et il serait un rempart pour elle. Même s'il était en prison. Bernard était assez satisfait de cette tournure des événements, mais non pas parce qu'il avait enfin réussi à gagner les faveurs de la belle infirmière. En réalité, sa beauté était loin d'être sa priorité. Il avait besoin d'une fille principalement pour qu'elle puisse prendre soin de sa grand-mère, envers qui il éprouvait des sentiments assez sentimentaux. C'est pourquoi le détenu a invité Sophie à venir vivre chez sa grand-mère, là où il résidait lui-même. En revanche, il n'avait aucune intention de chercher du travail. Le travail n'attirait pas un homme comme lui, après tout, il se considérait comme une figure d'autorité dans le monde criminel. Et pourquoi travailler quand tout était toujours propre, confortable et qu'un délicieux repas était préparé à la maison? Bien sûr, Sophie a dû démissionner de l'hôpital où ils s'étaient rencontrés, c'était trop loin pour elle de s'y rendre. Cependant, une place a été trouvée pour elle à la clinique du village voisin. Et puis, il s'est avéré qu'elle était enceinte. Bien sûr, en véritable gentleman, il lui a aussitôt demandé sa main. Ils n'ont pas eu de mariage, car le mari aimait célébrer modestement toutes les occasions, ils se sont simplement mariés à la mairie. Mais après cela, la vie de Sophie a complètement changé. Elle a regretté de ne pas avoir écouté ses parents, mais il était déjà trop tard. Près de 5 ans ont passé. Bernard s'est réveillé dans une vieille cabane pourrie et donc froide, avec un mal de tête après les libations de la veille. Il a regardé sa femme avec haine, qui s'affairait près du poêle en cuisinant un délicieux ragoût et une soupe copieuse pour son mari. Sophie avait un jour de congé à la clinique. Leur fille Anne jouait dans la cour et elle s'occupait des tâches domestiques. Cela ressemblait à une idylle familiale, non? Mais à cette époque, la femme était devenue une véritable prisonnière dans la maison de son mari. Son visage portait toujours l'ombre de la tristesse et du chagrin. La malheureuse jeta un regard inquiet sur Bernard qui la fixait alors qu'elle mettait les assiettes pleines de délices sur la table du déjeuner. Son mari mangeait toujours seul avec fierté, car il n'était pas de mise que le domestique dîne avec le maître. Péniblement, Bernard se leva du lit et se traîna pieds nus jusqu'à la table. S'asseyant à sa place, il prononça enfin. « As-tu reçu ton salaire ?» Avec les larmes aux yeux, la femme hocha la tête, comprenant que cette fois-ci encore, son mari prendrait tout jusqu'au dernier kopek, puis le dépenserait avec ses amis. Et ensuite, elle devrait encore emprunter de l'argent et travailler, probablement même 2 fois plus, pour rembourser les dettes. Alors, amène, là ici. Grogna Bernard. Après avoir reçu les billets, il les compta avec plaisir et les glissa dans la poche de son pantalon. Enfin, il commença à manger,
mais son visage s'assombrit immédiatement. Il ne savait plus comment faire souffrir sa femme encore plus, alors il décida d'utiliser un moyen éprouvé. Encore une fois, tu as préparé cette horreur qui est impossible à avaler. À cause de ta cuisine, ma grand-mère est morte prématurément, tu l'as empoisonnée, espèce d'ordure. Tu espérais peut-être hériter de la maison? Mais ça n'a pas marché pour toi. Je savais bien que tu t'es marié avec moi juste pour vivre dans de bonnes conditions, pendant que moi je travaillerais pour toi. Hurla-t-il sur sa femme qui se recroquevillait sur elle-même. Bernard était extrêmement injuste envers Sophie, car pendant les 3 dernières années, elle a littéralement pris soin de sa grand-mère. Son petit-fils n'a jamais pris part à la destinée de la vieille femme. En réalité, elle voulait laisser sa maison à Sophie, mais sous la menace de l'homme criminel, Bernard a obtenu le contraire, et ses paroles n'étaient pas vides de sens. Chaque fois qu'il n'était pas satisfait de quelque chose, il brutalisait sa femme. Elle aurait déjà quitté cet homme dégénéré depuis longtemps si elle n'avait pas eu peur pour sa fille. Le criminel avait menacé de lui prendre Anne par voie judiciaire, et si cela ne fonctionnait pas, il s'en prendrait aux deux. Sophie n'osait pas non plus demander de l'aide à ses parents, car elle-même avait quitté leur maison. Elle aurait probablement souffert toute sa vie si, au moment où elle se tordait de douleur, elle n'avait pas soudainement chuté au sol, criant de douleur. C'était précisément au moment où son mari renversait souvent une assiette de soupe par terre, en disant qu'elle était trop chaude. Voyant sa femme tordue de douleur, il la donna un coup de pied avec sa lourde botte, pensant qu'elle faisait semblant pour échapper aux tâches ménagères. Anne, qui revenait de la cour et entendait sa mère crier, a essayé de la défendre. La femme a souffert toute la journée et son mari ne lui a pas permis d'appeler une ambulance, lui confisquant son téléphone. Ce n'est que le soir, après s'être rendu à une autre fête, qu'il a finalement laissé seule la femme, qui était à peine vivante. Elle s'est mise en route avec sa fille, en espérant avoir assez de force. Entre-temps, il ne s'agissait que d'une appendicite enflammée. Ce n'était pas une maladie dangereuse en soi, du moins si on ne perdait pas de temps. Mais dans son cas, c'était presque une catastrophe. Sophie s'effondra inconsciente dans la neige. Heureusement, sa petite fille n'était pas sotte pour son âge et se mit en route chercher de l'aide. Bien sûr, Christophe a reconnu sa sœur. Mais il ne pouvait même pas imaginer comment ils se rencontreraient à nouveau. Il maudissait presque sa sœur, car à cause de son acte, ses parents ont tant souffert pendant toutes ces années. Cependant, en voyant la pauvre dans une telle situation désespérée, il changea immédiatement de colère en compassion. Heureusement, l'homme a emmené Sophie à l'hôpital à temps. Encore un peu et il aurait été trop tard. L'ancien détenu s'est mis en colère quand il a appris que sa femme était à l'hôpital au lieu de s'occuper de lui. Son voisin, qui travaillait là-bas en tant qu'aide-soignant, l'en a informé. Il s'est précipité vers l'établissement médical pour exiger de Sophie qu'elle remplisse ses devoirs conjugaux de manière plus énergique. Mais il a été renvoyé de la chambre de la sœur de Christophe par ce dernier. Après cela, Bernard n'a plus osé apparaître dans la vie de son ancienne famille. Si Sophie avait demandé de l'aide à sa famille plus tôt, elle et sa fille n'auraient pas autant souffert. Bien sûr, ils lui ont pardonné. Le cœur de Alain était toujours libre, comme si le programmeur sentait que sa page de vie n'avait pas encore été tournée et que le bonheur l'attendait toujours. De même pour Sophie et sa fille. Elles allaient encore découvrir ce que signifiait être aimées par un mari et un père attentionné.